Hey, bonjour! Alors, bienvenue dans un tout nouveau vlog. Cette fois-ci, pas un vlog de l'Avent, alors je ne vais pas perdre ma bonne habitude de vous accueillir en peignoir. J'ai décidé de quand même lancer un petit vlog qui va faire reprendre mes vlogs hebdomadaires. Dans le fond, donc il va être un peu plus court. Je vais sans doute le mettre en ligne le 27 décembre. Donc, ben voilà, je vais peut-être vous amener avec moi si j'y arrive, si j'y pense, à travers quelques festivités de Noël. Donc, ben, c'est tout. On voulait juste ouvrir ça tranquillement avec le sapin en arrière-plan avant qu'on... Mais on va le garder quand même pour le temps des fêtes. Alors, sinon, côté livre, avant que je lance le tout, j'ai pas rien en cours pour le moment parce que j'ai terminé ma lecture audio hier. J'ai également terminé, évidemment, ma romance de l'Avent, puisque nous sommes le 24 décembre. Et, ben voilà, j'ai pas rien commencé d'autre. J'avais pensé, en ce 24 décembre, peut-être essayer de respecter la fameuse tradition islandaise dont j'oublie toujours le nom, qui est de recevoir et lire des livres de Noël le soir du 24 décembre. Bon, j'ai de la visite chez moi, donc je ne sais pas si je vais pouvoir, mais j'avais quand même 2 livres que j'avais gardés exprès pour ça, soit Antsas de P.L. Travers et ses Christmas Stories, et c'est un Arthur Conan Doyle, c'est de Polar Star, de quelque chose de Polar Star. C'est une histoire de fantôme sur le Polar Star qui devient pris dans les glaces. Alors, ce sera un peu en lien avec potentiellement ce que je viens de lire, sans trop vous divulgacher, le côté pris dans les glaces. Mais voilà, donc ça, ce serait peut-être bien si j'arrivais à les lire ce soir, ou dans la journée, ou pas du tout. Ou peut-être demain matin. On verra. Alors, de toute façon, c'est tout ce que je voulais vous dire pour lancer ce vlog-ci. Alors, ben, c'est parti. On se lance ça. Hey! Alors, je pensais pas me retrouver aujourd'hui, en 24 décembre, dans les magasins, mais comme vous pouvez le voir, c'est ce qui se passe. Alors, je suis relativement tôt. Il me reste encore l'épicerie à faire parce qu'il nous manque toujours des petits trucs. Puis là, ben, c'est 2 choses. Fait que je vais entrer et sortir. Alors, souhaitez-moi bonne chance. J'espère en sortir indemne et ensuite aller pouvoir rejoindre la maison pour me préparer pour l'arrivée de la famille et des amis. Allez, à tout de suite. Hey, bonjour! Alors, me voici en ce 25 décembre, après une super soirée. J'ai juste mis le début, après ça, évidemment, je me suis concentrée sur la compagnie. Et puis, ben, aujourd'hui, c'est une journée un peu molle de lendemain de réveillon. Et j'ai autre chose ce soir, donc, ben voilà. C'était comme une journée entre deux où on ne sait pas trop comment on se situe, comment on voit la journée, puis c'est pas trop grave. Écoutez, hier, pendant mes fameux déplacements, puisque vous avez vu que j'ai dû affronter de nouveau les magasins un 24 décembre, j'ai réussi à écouter 2 livres audio. Donc, tout d'abord, j'ai fait une relecture de Le Noël de Marguerite. Je vous l'avais présenté dans un des vlogs de l'Avent, dans lequel je vous suggérais des lectures de Noël. Et dans le fond, il y a une version qui a été faite qui est narrée par Patrick Masbourian, avec la collaboration de Véronique Méran et de Yves Deshôtels. Et c'est sur Audio, donc la plateforme en ligne de Radio-Canada. Et c'est première. C'est excellent. C'est vraiment un excellent narrateur. Puis c'est spécial parce que d'avoir écouté un album en audio, ça m'a permis de me concentrer sur autre chose. Puis c'est vrai que quand je l'ai relu, j'avais pas réalisé à quel point, oui, c'est noëlesque, mais est-ce que ça se passe la veille de Noël? Mais avec le côté de Pascal Blanchet, ça crée vraiment une ambiance. La montée de tension est créée par l'ambiance de Pascal Blanchet. Donc, vraiment, là, je vous avais déjà montré quelques images, mais dans le fond, lorsque, par exemple, éventuellement, on va retrouver... dès qu'on est dans la tête de Marguerite, l'héroïne principale, qui est une personne âgée, qui voit un peu son agilité diminuer, puis qui se met à être terrorisée de sortir à l'extérieur de peur de se blesser, de mourir et tout ça. Donc, elle reste toujours à la maison, mais elle s'accommode très bien de ça. Mais c'est quand même... un peu, donc vous voyez que les ambiances que Pascal Blanchet va proposer, c'est des ambiances comme ça, un peu vintage, assez sombre. Et
dès qu'il se passe quelque chose, on suit le raisonnement intérieur de Marguerite qui se met à avoir peur. Comme par exemple, dans cet album-là, il y a à un moment donné, le soir de Noël, une collision. Donc ici, on a le son qui est fait. Et lorsque Marguerite, elle est là, elle se met à paniquer un peu parce qu'elle se dit « ça y est, qu'est-ce qui se passe? » Parce que juste après ça, la sonnette retentit. Puis là, automatiquement, elle passe en mode « c'est la mort qui vient me chercher, blablabla. » Mais avec Pascal Blanchet, c'était plus clair. Alors que le texte d'India Desjardins est quand même plus en subtilité. Donc là, c'est super intéressant parce que la tension était décrite par Patrick Masbourian avec le ton, dans le fond, de lecture. Puis je me suis rendu compte que c'est plutôt un livre sur la vieillesse, puis la vieillesse ou comment jouer avec le jeu, jouer au mieux avec le jeu de cartes qu'on a, c'est-à-dire que ce soit dans la vieillesse ou dans le moment où on a des limitations, on a toujours le choix de se refermer sur nous-mêmes ou d'essayer de sortir de notre cocon. Et dans celui-là, c'est un peu ça qui est mis en scène, qui est concrètement illustré par cette soirée du réveillon-là, où Marguerite va finalement vivre un peu un éveil. Mais je sais pas pourquoi dans ma mémoire, j'étais restée dans l'idée que ça allait plus loin, qu'elle était vraiment en mode éveil, dans le sens qu'il y avait un échange même direct potentiellement avec les gens. Mais finalement, c'est quand même un album qui finit un peu positivement globalement, mais qui est un peu triste quand tu le lis parce que elle va finir par prendre sur elle pour essayer de sortir, pour entrer en contact avec les autres, mais ça va se solder par un petit coup du hasard qui fait en sorte que ça va être un rendez-vous manqué. Mais ce qui est spécial, c'est que c'est pas triste. C'est pas présenté comme étant un échec. Le personnage principal se décourage pas. Mais pour nous autres lecteurs, on est comme « Oh, on a comme aimé ça que ça finisse autrement. » Mais j'ai vraiment, encore une fois, adoré. C'est un coup de cœur à chaque fois. Quand j'ai lu la première fois, à chaque fois que je le relis. Pour moi, c'est un incontournable. En général, ça s'appelle Noël de Marguerite, mais en fait, je pense que c'est plus un incontournable à l'année, mais particulièrement ça, puis particulièrement en version illustrée chez La Pastèque, donc avec l'ambiance que propose Pascal Blanchet, parce que ça ajoute vraiment une dimension de plus. Mais comme je vous dis, la version audio est super intéressante. Elle va comme un peu ailleurs que celle-là, mais elle est vraiment intéressante. Donc, si jamais vous n'avez pas eu l'opportunité de l'écouter, ça dure 15 minutes, je pense, la lecture audio par Patrick Masbourian. C'est gratuit sur la plateforme en ligne, donc si vous voulez y aller, je vous invite vraiment à le faire. Donc, celui-là, c'était une petite lecture thématique de la journée de Noël. Et j'ai pas lu en soirée, mais j'ai quand même décidé de... J'ai trouvé en fait en lecture audio le livre ici, The Captain of the Pole Star d'Arthur Conan Doyle et qui fait partie ici de la collection qui est A Ghost Story for Christmas. Donc, c'est une histoire de fantômes et d'inexpliqué et inexplicable. C'est particulier, c'est un peu comme une nouvelle plus. Puis d'ailleurs, ce que je peux voir à l'arrière, ça mentionne que ça a été d'abord publié dans un journal. Dans un magazine, dans le Temple Bar Magazine en 1883. Puis ça convient tout à fait au support. Si c'était dans un magazine sous forme de nouvelles ou de courts récits, ça fait du sens. Puis c'est vraiment spécial comme ambiance. C'est qu'on va suivre, en fait, on arrive en plein milieu du journal de bord que tient un jeune médecin qui est allé dans une expédition sur le Pole Star, dans le fond, puis qui vont se ramasser, en fait, avec l'équipage pris dans les glaces. Et en fait, ce qui est drôle, c'est qu'on n'a pas de... On arrive en plein dans l'action, donc il n'y a pas de mise en contexte en avant, étant donné que c'est un court récit. J'imagine que c'était pour ça que ça a été planifié, organisé comme ça, comme récit. Je m'excuse, j'ai pas dormi beaucoup. Donc, je suis un peu de misère à organiser mes idées aujourd'hui. Donc, j'imagine que c'est pour ça que ça a été organisé de cette façon-là. Donc, on arrive en plein cœur de l'action, mais en mode narration. Puis ça fait beaucoup penser un peu pour nous autres au docteur Watson. On n'est pas avec Dr. Watson, parce qu'on n'est pas du tout dans le duo Sherlock Holmes Watson, mais on est quand même avec un jeune docteur, donc on n'est pas très loin non plus de l'auteur, qui est Arthur Conan Doyle. Et il va finalement, en tant que, c'est un médecin aussi à bord, donc c'est sûr qu'il se fait un peu consulter. Puis il va développer une relation un peu particulière avec le capitaine du Pole Star qui est un peu bizarre. C'est quelqu'un qui est à la fois craint et à la fois respecté. C'est quelqu'un qui est un peu bourru, un peu lointain, mais qui vient le voir en disant, hey, tu sais, qui, un moment donné, un soir, a comme hallucine de voir une femme au loin, c'est ce que je comprends. Puis, il l'entend crier et tout. Puis, il y a d'autres mondes sur le bateau qui l'entendent aussi. Mais le jeune docteur, il l'entend pas. Fait que là, bon, il dit, OK, ben, tu sais, c'est-tu parce que t'es trop longtemps en mer? Est-ce qu'il y a comme un accès peut-être à déséquilibre un peu au niveau de la santé mentale et tout? Et éventuellement, il va finir par entrer dans cette espèce de
d'ambiance-là où on n'est vraiment pas sûr qu'est-ce qui est vrai puis qu'est-ce qui est pas vrai, où même les cartésiens se disent, ben écoute, il faut peut-être accepter l'inexplicable. Et éventuellement, le capitaine va disparaître en cours d'expédition. Et on comprend qu'il est un peu disparu parce qu'il est parti en quête de ce fameux fantôme-là, qui est un fantôme de femme. C'est ce qu'on semble comprendre, parce qu'il n'a jamais été retrouvé. Et ça se termine comme ça, qu'il n'a jamais été retrouvé, puis que le médecin a pris ça en note, le jeune médecin, mais qu'il voulait en faire une publication, parce qu'à la fin, il y a comme un genre d'épilogue. Puis c'est son père qui dit « Mon fils a toujours voulu publier ça, mais j'avais pas envie de ce que ça donnait. » Puis qui redonne un petit peu une mise en contexte de la vie du capitaine du Pole Star avant leur départ en mer. Puis c'est au lecteur à déterminer. Ça se termine pas en disant qu'est-ce qui s'est passé exactement, est-ce que c'est vrai ou pas, est-ce que c'est vraiment pris comme une tranche de vie, comme si le médecin, le jeune médecin, nous faisait assez confiance pour nous raconter une histoire qui pour lui entrait dans aucune case, qui pour lui faisait peut-être pas de sens, mais en même temps, il semblait l'avoir vécu à un certain niveau qui faisait en sorte qu'il avait de la misère à juste mettre ça de côté puis se dire ça n'existe pas. Et donc, c'est super intéressant comme point de vue, comme façon d'être raconté. Ça m'a dérouté un peu parce que, comme je vous dis, on arrive en plein milieu un peu de l'histoire. Puis c'est une histoire avec une fin ouverte, donc vous savez que moi, elle est fin ouverte. Mais je trouve que c'est un super exercice de style, ça vaut vraiment le coup. Je ne sais pas si ça a été traduit en français, mais c'est vraiment une petite plaquette, puis c'est pas un haut niveau de langage, donc je pense que de vocabulaire, donc je pense que même un débutant pourrait être capable de lire sans problème. Puis c'est vraiment une petite plaquette, en tout cas en version anglaise, ici c'est 80 pages, mais c'est des petites pages, là. C'est pas... Il n'y a pas beaucoup de texte, là. Mais là, je vous en ai montré un, puis il n'y avait pas de dialogue non plus, mais c'est vraiment des entrées de journal de bord. Donc, ça commence par exemple, 11 septembre, latitude 81 degrés 40 minutes nord, longitude 2 degrés est. Puis là, après ça, il se met à décrire un peu qu'est-ce qui se passe. Donc, j'ai vraiment aimé ça. Mais j'ai aimé ça. Je ne sais pas si je relirais ce genre de truc-là, mais je suis contente d'avoir osé lire ça. Donc, découverte sympathique. Et ça m'a permis non seulement de un petit peu aller avec la tradition islandaise de lire un livre le 24 décembre potentiellement ou un livre pour Noël, mais également d'avancer dans mon cours Winter Challenge que d'ailleurs, j'ai avancé finalement que j'avais complètement oublié. C'est-à-dire que là, je viens de compléter le sous-menu Fantôme de Noël passé, présent et futur du menu Noël chez Dickens. Et c'est Enfance, espoir, nostalgie, voyage dans le temps, peur. C'était après l'avoir lu finalement, c'est pas exactement ça, mais je me suis comme plus accrochée avec Fantôme de Noël, passé, présent, futur, parce que ça s'inscrit vraiment beaucoup là-dedans. On est vraiment dans l'inexplicable. Il y a peut-être peur qui est quand même présent. Peur de l'inexpliqué, peur d'avoir perdu le contact avec le réel puis de ne pas s'en rendre compte. On est vraiment là-dedans. Donc, oui, ça rentre. Donc, voyez-vous, là, on est ici dans ce menu-là. J'en ai deux de fait. Et aujourd'hui, je devrais, là, je m'en vais chez mon père, mais j'aimerais peut-être ça avancer mon fameux Ansas, parce que là, on arrive après ça, on va plus vraiment être dans le temps de Noël, donc c'est Christmas Stories. C'est des petites historiettes qu'elle avait publiées dans les années 40. Elle n'a pas publié, mais qu'elle avait écrit pour ses amis comme étant des cadeaux de Noël. Donc, il y a 3 histoires, je pense, 3 histoires de Noël. Oui, il y a Ansas, Ah Wong et Johnny Delaney. Donc, c'est toutes des histoires d'à peu près une trentaine de pages. Donc, je pensais quand même le dégommer hier. J'aurais voulu l'avoir aussi en livre audio. Mais je ne l'ai pas trouvé à l'emprunt. Puis, je n'avais pas nécessairement le goût d'acheter un livre audio. P.L. Travers, pour ceux qui ne s'en souviennent pas ou qui n'ont pas nécessairement suivi mes autres vlogs, c'est l'autrice, entre autres, de Mary Poppins. Et dans juste le début de la préface, cette édition-là, qui était une préface de Victoria Coren Mitchell, elle semble dire que P.L. Travers a toujours détesté la version adaptée de Disney de Mary Poppins parce qu'elle trouvait que c'était trop positif puis joyeux et hop la vie. Alors qu'elle, dans ses livres, c'était des livres où ça laissait la place au fait que les enfants avaient des peurs, avaient de la tristesse et tout ça. Donc, c'était pas nécessairement toujours avec... ça finissait pas toujours de façon édulcorée. Donc, je pense que cette fois-ci, exceptionnellement, je vais la lire au complet la préface quand même pour voir, parce que c'est intéressant, ça le met en contexte. Puis, je vais lire un petit peu ces petites histoires aussi. Donc, on verra comment ça va. Donc, si je termine ça d'ici mercredi, vu que là, on va recommencer avec notre format aux semaines, je vais être en mesure également, toujours dans le menu Noël chez Dickens, de compléter la catégorie Christmas Cracker, donc qui est cadeau, surprise, vœux. La seule raison pour laquelle j'avais mis là, c'est parce qu'elle avait écrit, l'autrice P.L. Travers, ces histoires-là comme cadeau à ses amis. Donc, je trouvais que ça s'inscrivait là-dedans.
Et il ne faut pas oublier que, entre-temps, dans mes vlogs de l'Avent, j'avais également finalement complété une sous-catégorie du menu Féerie des fêtes et c'était S'embrasser sous le lit, lire une romance de Noël. Et évidemment, c'était ma fameuse romance de l'Avent de Sophie Jomain. Donc, dans le fond, j'en suis à 2 complétés par menu. Donc, c'est bon, ça avance bien mon affaire. Et sans doute que je vais changer. Je ne suis pas certaine que je vais m'en tenir au titre que j'avais proposé parce que, voyez-vous, il y en a là, déjà que je regarde et je me dis peut-être que je pourrais changer de suggestion de livre pour la lecture, mais on verra. Sinon, mon calendrier de l'Avent livresque que je mettais en ligne sur mon Instagram puis mon TikTok, c'est terminé. Donc, si jamais vous avez envie d'aller faire un petit tour, j'ai mis dans le fond les livres qu'on devait mettre en valeur en regard des contraintes de chaque jour. Ça permet de faire un petit tour dans nos lectures de l'année. Ben, moi, en tout cas, je les ai faites avec une version en lecture de l'année. Puis ça me permettait de revenir un peu, en effet, sur ce que j'avais lu et tout. Donc, c'est super intéressant. Alors, c'est ce que j'ai fait hier, malgré un petit peu les déplacements. Puis, ben, pour aujourd'hui, ça va être une journée sans doute un petit peu moins livresque. Ben, comme l'avantage que j'ai, c'est que ça ne sera pas nécessairement un vlog à tous les jours. Donc, je me dis qu'au pire, je peux me rattraper quand même pour essayer de faire un petit peu de contenu pour que le vlog de mercredi ne soit pas trop court. Ou alors, je ne sais pas ce que je vais faire. Est-ce que je change de journée pour 2024? Ça pourrait être aussi une possibilité. Je vais essayer de voir comment je peux arranger ça. Parce que c'est sûr que là, de toute façon, on va arriver au 31 décembre. Je ne sais pas. Je vais voir. Si j'ai du contenu, je vais vous le publier avant. Qu'est-ce que ce soit un petit vlog hebdo. Puis, peut-être que je pourrais faire ça. Puis, au besoin, je réévaluerai si je change de journée pour vous publier. Parce que pour le moment, j'ai toujours congé les dimanches lundis. Donc, ça tombe bien pour moi d'avoir le lundi pour pouvoir faire avancer les choses. En même temps, je m'en sers aussi pour faire le montage. Donc, est-ce que je pourrais changer ma journée pour le mardi? Est-ce que... Je sais pas trop. Bref, ça, c'est de la petite logistique de coulisses. Donc, c'est pas nécessaire que je vous en parle. Alors, voilà, écoutez... Noël de Marguerite, Capitaine of the Pole Star et Hans Sass en lecture en cours. Puis ben, si j'ai autre chose, je vous fais signe, c'est sûr. À tout de suite. Hey! Alors me voici en direct de la studio mobile. J'ai décidé soudainement d'affronter la grosse foule du lendemain de Noël parce que à la librairie où je vais habituellement, il y a des petits rabais puis il y avait des livres 3 livres de référence un peu que j'avais un peu ciblés pendant l'automne mais que je m'étais dit je vais être raisonnable et je les prendrai pas. Mais là, il y a comme un bon rabais sur l'ensemble des produits dans la librairie. Donc, peut-être que si ça s'applique, je pourrais voir si je peux en prendre 1 ou 2. Mais évidemment, c'est le lendemain de Noël, donc le stationnement est plein. Puis, je suis un petit peu terrorisée. Donc, je vais essayer. Je ne suis pas du tout dans mon élément. Mais en même temps, je ne mets aucune pression. Si jamais j'y arrive pas, c'est pas plus grave. Ça me permet quand même le déplacement en ce moment. J'ai finalement décidé d'acheter le fameux Hans Sass de P.L. Travers parce que je voulais vraiment me promener aujourd'hui, puis j'étais en train de le lire en papier, puis ça me bloquait un peu. Donc, je l'ai en audio. Donc, je suis déjà rendue aux 2 tiers. Alors, je vais vous en parler quand je vais l'avoir terminé. Mais je vais vous dire un petit coucou pour procrastiner mon départ de la voiture et mon arrivée dans la foule. Allez, à tantôt! Hey, alors j'ai survécu. Ça a été vraiment rapide puisque j'avais toutes noté les choses que je voulais. Il y avait à peu près une file de 40 personnes. Ça a été hyper rapide. Donc, chapeau bas à tous les employés qui doivent survivre au 26 décembre aujourd'hui. Je suis déjà passée par là, mais vraiment, je vous trouve pas mal excellent. Donc, écoutez, sur ce, je tiens pas particulièrement à faire d'autres magasins. Donc, je vais retourner à la maison, mais je vous montrerai ce que j'ai acheté finalement quand je serai dans le confort de la maison. Allez, à tout de suite. Et bonsoir, alors me voici. Puis je dis bonsoir parce qu'il est 4 heures, mais il fait déjà noir à l'extérieur, donc voilà, c'est déjà la soirée. Alors, de retour de mon espèce d'escapade de torture volontaire en allant dans une librairie où il y a des jeux de société également, la journée de Boxing Day. J'ai fait ça, mais ça valait le coup.
Avant de faire un petit book haul avec vous, je vais tout d'abord vous dire que j'ai terminé ma lecture en cours, donc Ansas de P.L. Travers. Ansas puis dans le fond d'autres histoires de Noël. Donc, et ça faisait partie aussi de mon Cold Winter Challenge. Alors, écoutez, c'est fort agréable. Je n'avais pas réalisé à quel point Ansas, comme c'est des histoires de Noël qu'elle a rédigées, l'autrice, dans le fond, en guise de cadeau de Noël à des amis, des connaissances et tout. C'était pas des histoires qui étaient faites pour être publiées au départ. Donc, et ça permettait un petit peu plus de peut-être de référence à sa vie personnelle, c'est ce qu'on comprend. Donc, dans la préface, c'est bien mentionné que potentiellement, il y a ça aussi qui rentre en ligne de compte. Puis c'est en effet, ça tourne autour de la vie d'une grande famille victorienne qui habite en Nouvelle-Zélande. Il me semble que c'est ça, Nouvelle-Zélande? Il me semble que oui. En Nouvelle-Zélande et qui, dans le fond, c'est multiplié de génération en génération et dans cette famille-là, dans Ansas, on comprend que Ansas fait partie de cette famille-là et qu'elle a décidé de s'émanciper et tout. Donc, il y a 3 histoires, comme je vous disais. Il y a Ansas, il y a Awang et Johnny Delaney. Et tous ces 3 personnages-là sont liés, dans le fond, indirectement à cette famille-là et on comprend un peu indirectement, même si c'est pas dit clairement, à P.L. Travers. Donc, on comprend qu'elle fait un peu partie de cette famille-là aussi. Donc, dans les 3 histoires, ma préférée, c'est vraiment Ansas. Donc, ça va être dans tous les cas, c'est des portraits de vie, je dirais. C'est vraiment des portraits de personnages, des exercices de portraits de personnages qui sont super intéressants. Ansas, c'est le cliché un peu de la tante célibataire, mais qui a du chien, qui est déterminée, qui laisse pas sa place, qui paraît aux yeux de tout le monde comme une vieille tante un peu acariâtre, qui se fout un peu de tout. Un peu la tante dans Les 4 filles du Docteur March, mais qui, en dessous de tout ça, a un grand cœur. Donc, c'est vraiment quelqu'un à qui, si tu dis que tu as des problématiques, des problèmes à cause des décisions que tu as prises, va juste te dire, ben, comme on fait son lit, on se couche, mais par après, elle va essayer de t'aider un petit peu discrètement et tout. Donc, ça va être tout le portrait de cette femme-là à partir de son enfance où déjà elle a exigé d'être envoyée en Angleterre pour étudier alors qu'elle était en Nouvelle-Zélande. Faut pas oublier qu'à l'époque, ça a été écrit en 1800... En fait, pas ça a été écrit, mais les histoires prennent place au début de cette espèce de lignée-là, de cette famille-là. Puis c'est en 1885, je pense que ça commence. Dans le fond, là-dedans, Ansas, ça dit qu'elle est née en 1846. Donc, c'est quand même un contexte qui est très colonial. Donc, c'est sûr qu'en Nouvelle-Zélande, c'est anglais, mais c'est une colonie anglaise. Et elle, dans le fond, elle va avoir fait ses études en Angleterre, mais elle va toujours être revenue, dans le fond, en Nouvelle-Zélande et elle va toujours s'être installée là. C'est elle qui va hériter par après, étrangement, à l'époque. Ben là, je sais que c'est de la fiction, mais c'est pas grave. J'imagine que ça a quand même un petit peu de racines dans le réel. C'est elle qui hérite un peu des reines de la famille, alors que c'était pas du tout le cas pour une femme à l'époque. Donc, c'est super intéressant. C'est un personnage féminin fort, grandement désagréable, mais avec qui la narratrice, qui n'est pas nommée, mais on sent qu'elle est un peu comme P.L. Travers, a des échanges assez musclés. Mais dans le fond, c'est 2 femmes fortes qui s'auto-stimulent, dans le fond, dans la discussion, puis les échanges et tout. Donc, vraiment intéressant, super touchant. Un portrait aussi presque d'un siècle quand même par le biais du portrait de ce personnage-là. Donc, elle va finalement ne pas s'être rendue, ne pas avoir atteint, je pense, les 100 ans, c'est ce que je comprends. Mais bon, il y a ça ici. Sinon, après, la deuxième histoire, Awang, je dois quand même vous dire, puis c'est mentionné dans la préface, c'est sûr qu'on est dans les années, dans le fond, au 19e siècle. Puis, en Nouvelle-Zélande, dans le fond, c'est un peu une pratique d'avoir des employés de maison qui viennent d'un peu partout. À l'époque, il n'y a pas nécessairement... il va y avoir beaucoup de personnes qui vont venir de l'Asie. Donc, Awang, c'est quelqu'un qui va se ramasser au service de cette fameuse famille-là de Nouvelle-Zélande après que leur ancien cuisinier chinois va finalement tomber malade puis pouvoir être en service. Et Awang va devenir une espèce de... une espèce de Mary Poppins qui cuisine, disons. Parce que, oui, il va cuisiner, mais il va aussi s'occuper des enfants à sa manière, puis à sa manière un peu rude, mais quand même en même temps bienveillante. Puis dans tout ça, on va encore voir le portrait de cet homme-là à travers les yeux de la narratrice et
à un moment donné, ben, éventuellement, la personne ben, quand le paternel va décéder, ben, ils n'auront plus besoin d'avoir cette personne-là nécessairement à leur emploi. Puis, il va devoir, dans le fond, se trouver un autre emploi. Et la narratrice, dans le fond, va le rencontrer un peu plus tard dans sa vie, puis ça va faire même référence à quelque chose qui semblait être, je ne sais pas si c'est une tradition, mais qu'à l'époque, il y avait beaucoup d'employés d'origine chinoise qui mettaient des sous de côté toute leur vie, alors qu'ils étaient en service pour, à la fin de leur vie, lorsqu'ils sentaient qu'ils étaient en train de partir, de mourir, s'acheter un billet pour retourner en fait en Chine pour mourir dans leur pays, donc, c'est super touchant dans le fond. Donc, pourquoi je vous dis, j'aime mieux vous en parler, c'est que Ah Wang, ça reste quand même que ça témoigne d'une réalité hyper colonialiste. Donc, c'est sûr que le personnage est décrit, ça semble être vraiment des clichés de l'époque, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est à travers les yeux d'une petite fille. Donc, elle va voir, puis ça, dans la préface aussi, c'est mentionné, mais on dirait qu'elle met l'accent sur qu'est-ce qu'elle trouve fascinant dans la différence. Et non pas, elle n'est pas comme dans le mode de jugement social, même si socialement, il y avait quand même ça à l'époque, mais elle est vraiment plus dans le comme, elle trouve ça fascinant parce que, dans le fond, ce personnage-là a une petite tresse, comme on a un peu les clichés, un peu à l'ancienne pour les Chinois. Puis évidemment, quand il parle, il y a un peu un accent qui est traduit par les oreilles d'une enfant qui ressemble un peu à une caricature à l'époque des personnes d'origine chinoise qui essayaient d'apprendre l'anglais, qui n'était pas nécessairement une langue qui était naturelle pour eux autres. Donc, il y a ça, mais moi, j'ai surtout perçu la relation impromptue qu'il avait pu avoir entre cet employé de maison et tous les enfants de la famille, parce que dans le fond, ils devenaient un peu leur repère. Puis les autres, ils trouvaient ça super fascinant, justement. Puis à un moment donné, justement, il n'y a pas la même religion qu'eux autres. Puis ils sont comme, oh, mon Dieu, c'est pas quelqu'un de chrétien, c'est un athée. Puis évidemment, ça donnait, de ce que je comprends, au bouddhisme. Donc, puis là, ils essayaient de le convertir. Puis tu sais, dans nos yeux d'adultes, ça fait terrible, mais c'est tellement bien autour d'enfants. Pour eux autres, c'était comme... ben, il faut qu'on le convertisse. Mais c'est fait avec tellement de bienveillance puis de candeur, il n'y avait aucun, tu sais, puis dans le fond, finalement, il ne veut pas tout se faire convertir. C'est pas, il tient son bout pareil, fait que ça, c'est intéressant. Puis le dernier, John Delaney, si je me souviens bien, c'est un métayer, il me semble, quelqu'un qui travaille dans les écuries. Puis encore là, c'est un Highlander, donc un Écossais avec tout ce que ça implique d'accent et tout. Et encore là, il va jouer un rôle dans cette fameuse même maisonnée-là, donc la fameuse maisonnée qui semble être celle de P.L. Travers, de sa famille en Nouvelle-Zélande. Et il va jouer un rôle un peu d'homme sage, dans le sens qu'il va donner... C'est un peu quelqu'un qui a des caractéristiques qu'on pourrait associer au Highlander, donc un peu le don de vision, un peu. Donc, il va souvent avoir pas des pressentiments, mais prévoir des choses tout simplement, puis ça va arriver parce qu'il sentait comme ça, puis bon, mais il met pas ça au centre de sa vie, mais ça fait partie un peu du personnage. Puis en même temps, il va se permettre de donner des conseils à tout le monde, autant les enfants que les parents et tout. Et puis, on va également le suivre tout au long de sa vie, jusqu'à ce qu'à un moment donné, justement, je pense que c'est la maladie qui va l'emporter. Donc, c'est super intéressant. C'est trois personnages adultes qui ont existé ou pas, je ne sais pas, mais qui semblent avoir eu, en tout cas, des caractéristiques de ces personnages-là, qui semblent avoir eu un impact sur l'autrice parce qu'elle les décrit vraiment avec affection, on dirait. C'est vraiment des portraits de personnages. Puis elle les décrit avec affection. En même temps, ça nous permet de voir un peu vraiment la vie à l'époque, au 19e siècle, puis la société victorienne, puis tout ce que ça avait aussi de un peu absurde, puis un peu, des fois, terrible, dans le sens où bon, on est quand même dans un monde colonialiste aussi, puis mais c'est tellement fait avec candeur, on a l'impression vraiment que c'est une toute jeune fille qui nous raconte l'histoire, puis que ce soit à hauteur d'enfant, je trouve ça super intéressant. Donc, écoutez, j'ai pas lu le texte original de Mary Poppins, fait que j'ai juste vu les adaptations, puis d'après ce que je peux comprendre, l'autrice était pas du tout d'accord avec le côté édulcoré de Disney. Mais en effet, c'est pas super joyeux. Dans chacune des histoires, il y a la mort qui est là quand même. Mais j'ai bien aimé ça. J'ai bien aimé cette plume-là. Ça me donne le goût de... Ben, je l'ai de toute façon. L'original, je l'ai de Mary Poppins. Ça se peut que je le lise éventuellement, peut-être cette année. Donc, très bonne lecture. Très contente de l'avoir lu. En plus, en audio, j'admets que c'était quand même super.
Alors, voilà pour ma lecture du jour. Et sinon, ben, c'est le moment du petit book-haul. Donc, comme je vous dis, j'ai décidé de m'auto-faire un petit plaisir. J'avais attendu tout l'automne, puis j'étais quand même sage, donc je me suis lancée un peu. J'ai tout d'abord récupéré deux d'Agatha Christie, donc les éditions qui sont vintage, qui sont des facsimilés des éditions originales. Puis je les avais pas celles-là, c'est celles qui sont ici. Puis, voyez-vous, là, je vais reparler de ça après, là. Donc, ça, c'est super le fun. Donc, Crimes du Golfe et Monsieur Brown en français, mais comme je vous disais, c'est les traductions que j'avais quand j'étais plus jeune. Donc, je trouve ça le fun parce que ça me ramène quand même à ça. Puis, c'est bien que ce soit un facsimilé. Puis, c'est quand même des facsimilés qui se lisent bien dans le sens où, si c'est de qualité, c'est quand même une reliure cousue. Puis, c'est agréable quand même de lecture. Donc, ces deux-là, je les ai pris parce qu'ils les avaient. On ne les trouve pas facilement au Québec, ces éditions-là. Souvent, sont là puis ils ne restent pas longtemps. Donc, ça se peut qu'éventuellement, si je veux vraiment poursuivre la collection, je finisse par les commander directement, peut-être d'Europe. Mais là, pour le moment, j'essayais plus de me concentrer sur ce qu'on trouvait au Québec. Et pour en revenir à cette série-là, ici, que j'ai comme un peu commencé sur un coup de tête, j'ai trouvé que c'était un peu déraisonnable. Donc, je vais voir ce que je vais faire. Est-ce que je vais les vendre ou les offrir à quelqu'un? Parce que dans le fond, j'en ai j'ai deux collections d'éditions en français, ça me sert absolument à rien. Puis, même si les éditions sont quand même pas mal ici, puis ils ont un bon confort de lecture, j'ai vraiment plus un coup de cœur pour ces éditions-là facsimilées. Je trouve ça plus intéressant d'avoir ça. Donc, voilà. Ça ne poursuivra pas. Écoutez, ça fait partie des décisions des fois qu'on prend qui ne sont pas nécessairement les bonnes décisions. Mais bon. Sinon, on continue. Alors, tout d'abord, contenu québécois chez Comme des Géants. Une grosse brique que j'ai super envie d'avoir depuis que c'est sorti. Puis j'étais comme, oh mon Dieu! Alors, c'est un peu un incontournable de l'évolution de l'album québécois. Donc, c'est Sur les traces de l'album québécois, une anthologie par Marie Fradette, qui est une journaliste critique, en fait, de livres jeunesse depuis des années, et qui est vraiment, qui est une référence en la matière. Donc, voici La Bête. Et on va vraiment avoir, dans le fond, à travers tout ça, on va avoir à la fois des lignes. C'est drôle parce que les livres que je tombe dans les années 80, c'est des livres que j'avais à la maison, là, c'est spécial. Donc, on va avoir des lignes de temps comme ça qui vont nous indiquer un peu qu'est-ce qui s'est passé, à quel moment c'est arrivé. Juste pour vous donner, je ne montrerai pas tout parce qu'il y en a un justement que c'est pas YouTubeable, c'est l'histoire de la vie. Donc, c'est sûr que les gens ne sont pas nécessairement tout habillés. Mais j'avais celui-là, moi, quand j'étais jeune, l'abécédaire. Je crois que je l'ai encore. C'était l'abécédaire de Marie-Françoise Hébert, illustré par Gilles Thibault, à l'époque où il était illustrateur et non pas auteur. Donc, elle va passer en le fond 2 pages d'un album pour faire un peu l'historique de tout ça. Puis c'est drôle parce que je pense que j'y connais. J'ai l'impression que je vais en connaître un très grand pourcentage. Donc, je suis vraiment la clientèle pour. Puis je sais pas à quel moment ça commence quand même. On a quand même avant les 1940, 1950. Puis évidemment, ça prend son essor de ce que je comprends un peu plus dans les années 80, 70-80. Puis, fait que j'ai vraiment trouvé ça super chouette. Dans le fond, pour chacun des albums, il va avoir, dans le fond, comme un peu un boniment, ben, en fait, de présentation puis la critique pour chacun. Puis que ça va être mis un peu, qui va être fait par Marie Fradette. Donc, une entrée d'encyclopédie. Il y avait les Gigi de Ginette en Fousse aussi, que c'est un classique. Donc, je ne vais pas tout vous montrer, mais ça, c'est un album de référence. Puis, ça faisait longtemps que je l'ai vu passer, puis je me suis retenue, mais... Puis, c'est pour la première fois, je pense que je vais garder le bandeau. J'aime pas les bandeaux de terrain, mais je trouve que ça fait vraiment... comme les gens, ils font ça, souvent, leurs bandeaux sont super intéressants. Ça crée quelque chose visuellement. Mais sinon, sans bandeau, c'est comme ça. Donc, ça fait quand même... c'est quand même bien, mais je trouvais que la petite tache de jaune, mon petit côté... petit côté visuel comme ça, soudainement, qui me plaisait bien. Et sinon, après, bien évidemment, je me suis fait un peu... j'ai fait un peu un incontournable que j'avais vu passer beaucoup en Europe parce qu'il est paru cet automne. Je l'ai vu passer dans plein de comptes. Là, je pense que la plupart des booktubers que je suis l'ont reçu en service de presse. C'est les éditions Margot. Je pense que c'est dans les deux... Non, les éditions Margot. Donc, c'est bien sûr L'enfance des méchants, des vilains et des affreux de Sébastien Pérez, illustré par Benjamin Lacombe. Et même si j'ai eu une période intense de Benjamin Lacombe, puis je m'étais un peu calmée, celui-là, je trouvais ça vraiment intéressant. Il va faire vraiment comme un inventaire, en fait. En fait, Sébastien Pérez va faire un inventaire des fameux méchants classiques. Donc, ça va toujours être 2 pages d'un méchant. Donc, on a un petit texte de présentation ici avec l'illustration de Benjamin Lacombe. Voilà. Donc, on a Dracula, entre autres, mais on en a aussi qui sont moins connus peut-être du grand public. Comme... J'essaie d'en trouver, là.
Il y en a qui sont un peu plus longs. Ça, j'ai trouvé ça tellement comme triste parce qu'il y a Shere Khan dans le livre de la jungle. C'est comme, je pense que c'est comme la genèse de Shere Khan, comment ça se fait qu'il est devenu comme ça, parce que c'est un bébé tigre, un bébé tigron, avec ce qui semble être un feu comme ça au loin. Donc, voilà. Je vais pas tout vous montrer, mais celui-ci, dans le fond, je voulais la 4e quand même rapidement sur une petite mini-présentation, mais ça va vous aider. Parce que, bon, dans le fond, c'est des portraits de l'enfance des méchants les plus célèbres. Donc, j'imagine pour, en effet, la genèse, qu'est-ce qui a fait qu'ils sont devenus des méchants plus tard. Donc, ça, c'était comme vraiment un classique. Je peux pas vraiment passer à côté. Et ça, j'étais totalement influencée par le fait de l'avoir vu passer aussi dans plusieurs comptes. Je l'ai vu entre autres chez Laura's Reading, je pense qu'il l'a eu. Puis c'est quelque chose que je vais juste feuilleter, là, ça va pas... mais bon, il y a... ça s'appelle L'encyclopédie visuelle Jane Austen. Donc, c'est chez Hachette. Donc, une grosse brique. Et le sous-titre, c'est Romans et adaptations, personnages et lieux de tournage, entrés dans l'univers de la célèbre romancière. Donc, il va y avoir à la fois l'histoire des romans, des personnages, de certains lieux de tournage qui vont être en lien avec les adaptations. Mais voyez-vous, comme c'est ici, les romans, on a les romans, on commence par raison et sentiment, présentation, de quoi ça parle. Mais on a également, je ne sais pas si je peux trouver les œuvres de jeunesse, les adaptations. Oui, ça, je sais pas comme dans les lieux de tournage. Ça, c'était pour sur lequel 110 tons, qui est moins connu. Peut-être. Mais quand même, ça me donne un petit peu une idée. Donc, c'est vraiment un truc à feuilleter, même pour la austenite que je commence à être. Je trouve ça bien. Donc, c'est par différents. Partie 1, un peu plus sur la vie de Jane Austen. Ouais, donc, quand sa naissance, son enfance, sa vie de jeune femme, puis ensuite sa vie de femme et d'autrice. Puis ensuite, l'univers de Jane Austen, donc les romans inachevés, ses œuvres de jeunesse. Et ensuite, qu'est-ce qui a survécu à Jane Austen, donc les festivals, les musées, les influences en tant que telles. Donc, voilà. C'est un objet que je dirais que je vais... feuilleté. Je suis plus ou moins fan de la mise en page parce que c'est très chargé. Puis on mise beaucoup sur les petites écritures à calligraphie qui font un peu à l'ancienne. Puis des fois, moi, je trouve que ça fait un petit peu chargé. Mais moi, c'est vraiment pour le contenu, en fait, que je le prenais, celui-là. Donc, voilà. Puis celui-là, ben voyez-vous que, évidemment, vous pouvez imaginer, c'est très... ça fait son poids. Donc, ce sont tous celui-là, le livre sur l'album québécois, puis Les Méchants, c'est des livres qui avaient quand même un prix assez... important. Donc, c'est pour ça que ça valait la peine que j'attende pour 40 personnes en avant de moi à la caisse. Puis ça a pris 10 minutes, ils sont vraiment doués. Donc, voilà, c'était mon petit book haul du temps des fêtes. Ça devrait pas mal être le seul qui va se passer, mais j'étais fière de moi d'avoir patienté quand même pour voir si ça me tentait vraiment encore de les avoir. Puis là, ben, c'est quelque chose qui me tente quand même, donc j'ai décidé d'y aller, d'assumer avec ça. Alors, ben, écoutez, c'est tout pour maintenant. Sinon, ben, écoutez, je me suis lancée dans... la version, en fait, je me suis lancée dans le fameux tome 4 de Eva Björg et Gisdottir, donc le clan des Sneidberg. Le clan Sneidberg, dans le fond, auquel j'ai accès en mode service de presse sur la plateforme NetGalley France, grâce aux éditions La Martinière. Et dans le fond, la parution est en janvier, donc je me suis dit que j'allais pouvoir commencer. Donc, j'ai pas vraiment pu patienter plus longtemps, donc je vais le lire. Je pensais que c'était comme en dehors de la série, justement, avec Elma et Sievar. Mais là, je viens juste de commencer, puis on mentionne quand même Sievar puis Urdur, donc les gens du poste de police. Donc, j'imagine que j'ai peut-être bien compris que c'est une bonne chose que j'ai lu les 3 autres avant, parce qu'il y a peut-être qu'il va y avoir des évolutions de personnages là-dedans. Bref. Alors voilà, je suis là-dedans, lecture en cours. Et enfin, je pense que je vais tester une nouvelle journée pour sortir les vlogs, parce que ouais, j'ai comme envie pour 2024 d'essayer une autre possibilité avec mon horaire en mois qui est un peu différent. Je crois que je vais essayer de vous les sortir les dimanches désormais. Donc, faites pas, ben là, vous allez le savoir parce que ça va être un petit peu, vous allez le voir parce qu'il va sortir dimanche, mais
dans le fond, je vais poursuivre la semaine comme j'ai commencé ce vlog-ci à partir du 24 décembre, donc qui était un dimanche en tant que tel, parce que j'avais terminé mes vlogs du vlog de l'avant. Ben, ça tombe bien, dans le fond, genre une semaine de vlog, sinon il va peut-être être un petit peu court, quoique là, je jase pas mal. Mais je vais essayer ça. Donc, techniquement, ça serait un vlog à tous les dimanches et potentiellement en début de journée, heure du Québec, donc peut-être pour, je sais pas, 8 heures peut-être pour les dimanches matins. Ça donnerait 14 heures en France aussi, donc pour ceux qui veulent l'écouter. Alors, ben voilà, c'est des petites nouvelles logistiques, mais je pense que je vais me lancer dans un changement de créneau pour voir. Peut-être que ça va être plus facile pour moi à organiser. Alors sur ce, je vous dis à tout de suite pour vous, mais à dans quelques temps potentiellement pour la prochaine prise d'image. Pareil, qui va diriger un petit peu les choses, qui va s'émanciper, une femme dans un monde d'hommes, et vraiment hyper intéressant, très bien écrit, j'avais adoré Estelle Montréal, mais je vais garder le papier peint jaune pour l'originalité de la structure, pour la tension de cette séquestrée. Eh bien, on a un tout petit peu de neige pour célébrer l'année, mais on va prendre qu'est-ce qu'on a. Hey, bonjour! Alors, je vous reprends finalement. Nous sommes le samedi 30 décembre. Alors, je pense que j'avais besoin d'un petit moment après tous les vlogs de l'Avent où je vous prenais tous les jours. Je pensais que j'aurais un sevrage à vivre, mais finalement, mon sevrage, je l'ai vécu en me concentrant sur mon quotidien directement, tangible. Et finalement, j'ai lu un peu, mais j'ai pas beaucoup lu. J'ai joué à des jeux de société, vu des gens, et voilà. Donc, mon niveau moi, la petite introvertie, j'ai passé beaucoup d'énergie à voir des gens que j'aime bien et tout. Mais là, plus les journées avancent avant la fin de l'année, puis plus je me rends compte que je vous ai pas pris, que je vous ai pas non plus rendu compte des petites visites que j'ai faites, ni de où je suis rendue dans ma lecture en cours. Alors voilà, c'est parti. Pour ceux qui n'auraient pas remarqué, oui, j'ai décidé de commencer l'année 2024 avec des petits cheveux. J'ai eu une petite bulle au cerveau. Et c'est grâce à, non, c'est pas grâce à, mais c'est qu'à force de voir Laura's Reading avec ses petits cheveux, ça m'a donné envie d'avoir les cheveux courts parce que j'ai déjà eu les cheveux courts avant, mais ça faisait vraiment longtemps. Alors voilà, toute cette petite parenthèse capillaire, c'est parce que ça me tentait. Puis là, ben voilà, je me sens comme si j'avais 5 ans. Ben là, juste dans mon cœur, hein, parce que le restant du corps n'a pas nécessairement suivi. Alors, écoutez, dans les dernières journées, j'ai vu du monde, je me suis promenée, j'ai eu l'opportunité quand même d'aller dans quelques librairies d'occasion, parce que là, j'ai décidé que je m'en tenais aussi j'ai assez de livres à la maison, là, je vais aller à la bibliothèque et tout. Mais bon, je me suis dit que je pourrais quand même aller en occasion, peut-être si jamais je trouvais des choses intéressantes. Donc, j'ai fait mes petits classiques, la fameuse librairie Charlie Bookin. Je vous ai rien montré quand je suis sortie parce que j'avais juste trouvé un truc qui s'ajoute pas à ma pile à lire parce que je l'ai déjà lu, mais parce que je m'étais rendu compte que je l'avais plus. Si vous avez suivi mes vlogs de l'avant, vous le savez. Alors, j'ai décidé de acquérir Chagrin d'école de Daniel Pénac. Je pense que je l'avais puis je l'ai donné. Donc, j'ai décidé de le prendre. Il était en papyrita, un petit peu, rien qu'une bonne petite gomme effacée pourrait pas régler. Puis, je voulais vraiment l'avoir à la maison, là. Donc, écoutez, comme je l'ai vu en NRF Gallimard, c'est pas quelque chose que je pouvais vraiment laisser passer. Donc, ça, c'est pas un livre qui s'ajoute. C'est juste que je pensais que je l'avais dans la bibliothèque puis je l'avais plus. Sinon, j'ai fait quand même... qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait plusieurs librairies
une nouvelle librairie de livres usagés dans le coin, une espèce de place où il y a un gros centre d'achat. Et comme j'avais eu l'intuition, c'était un peu terrible, donc il n'y avait pas un gros choix. En fait, il y avait un gros choix, mais c'est un peu n'importe quoi comme dans l'état et tout ça. Donc, je suis revenue à ma fameuse petite librairie Renaissance, bien cachée, qui est tout petite avec ses, je sais pas trop, 10 étagères, mais toujours avec des livres dans un très bon état, puis une sélection de qualité. Bon. Là, c'est sûr qu'on est après le 25 décembre et je pense qu'il y a beaucoup de gens, puis c'est chouette, c'est une bonne idée, qui ont décidé d'acheter des livres en usagé. Donc, c'est sûr que ce qui restait, c'était peut-être moins des noms qui étaient connus. Puis j'imagine que dans une semaine ou deux, ceux qui vont déjà avoir lu leur livre, qui ont reçu à Noël, ça va revenir ici, donc on verra. Mais quand même, c'était intéressant. Donc, je restais un bon moment. Puis j'ai décidé de me lancer j'ai décidé d'acheter 2 poches. Il y en a un que je sais que c'est pas le premier tome de la série, mais que ça fait longtemps que je les surveille. Puis bon, j'étais tombée, il est dans l'état parfait. Donc, c'est le fameux, le duo, je sais pas comment le prononcer, Michael Orth et Hans Rosenfeld. Donc, dans la série, je pense que c'est Dark Secret. C'est une série, c'est des auteurs suédois qui font du policier. Donc, oui, je suis dans la Suède, c'est sûr. Traduit du suédois... Ouais, je pense que c'est dans la série, c'est Dark Secret. Donc, c'est le tome 3 de cette série-là. Je sais pas si je dois aller là dans l'ordre, j'imagine que oui. Mais là, comme il était vraiment en parfait état, je l'ai pris quand même. Donc, tome 3. Je vais quand même vous lire, je sais pas si... Je vais voir à l'arrière si... ouais. Ça dit pas trop de choses sur, premièrement, l'intrigue et sur les personnages principaux qui semblent revenir parce que c'est la série Sébastien Bergman qui semble être un enquêteur, un profiler. Donc, je vous lis la 4e de couverture, puis des fois que ça vous donnerait envie de découvrir cet auteur-là. Lors d'une randonnée dans les collines du Jämtland, 2 femmes font la découverte d'un charnier. Le profiler Sébastien Bergman et ses collègues arrivent de Stockholm pour mener l'enquête. Ces 2 corps s'avèrent être ceux d'un couple de Néerlandais disparus 10 ans auparavant. L'identification des 4 autres pose problème. Parallèlement, un journaliste d'investigation enquête sur la disparition d'un homme d'origine afghane et de son cousin. Pourrait-il s'agir d'autre chose que d'un cas typique des demandeurs d'asile ayant tenté de se soustraire à l'administration suédoise? Donc, ça va l'air vraiment intéressant. Ça fait longtemps que je les surveille, je les trouve jamais presque. Je trouve toujours à partir du tome 3 en usagé. Donc là, écoutez, j'ai pris une chance, quitte à ce que j'essaie de le voir si je peux avoir le tome 1 en livre audio ou à la bibliothèque. Bref, celui-ci. Alors, voilà. Et sinon, j'ai décidé de prendre une petite découverte, un risque que je connaissais pas ça du tout. Peut-être que vous connaissez ça, puis vous allez trouver que je suis drôle de pas connaître ça, mais c'est Les Vieilles de Pascal Gauthier. Voilà. Et je vous lis la 4e. Il y en a une qui prie, une autre qui parle à son chat, et certaines qui regardent les voisines de haut en buvant leur thé infect. Leurs maris ont tous disparu. Elles sont vieilles, certes, mais savent qu'elles pourraient bien rester en vie 1 ou 2 décennies encore dans ce pays où il n'est plus rare de devenir centenaire. Alors elles passent leur temps chez le coiffeur, à boire et à jouer au Scrabble, à essayer de comprendre comment fonctionne un téléphone, à s'offusquer de l'évolution des mœurs. Elles savent que le monde bouge, mais comment changer à leur âge? Aussi, l'arrivée de Nicole, une jeunesse qui entame tout juste sa retraite, et l'annonce d'une catastrophe imminente vont perturber leur quotidien. Donc, ça semble intéressant, ça semble être un regard différent sur la maturité, la vieillesse. Donc, il était un petit peu jauni, mais il était neuf. Je pense pas qu'il ait jamais été lu. Donc, je me suis dit, pourquoi pas essayer. C'est une autrice que je connais pas du tout. Donc, puis ça semble pas être son premier roman. Je sais pas si j'ai d'autres livres que je pourrais... Je sais pas s'ils en ont listé d'autres. Le livre 3 grains de beauté qui a reçu et Folle accès de gaieté. Donc, qui ont même reçu des prix. Donc, voilà, un petit folio pour la route. Alors, c'est la récolte, très humble, et c'est correct comme ça, je vais m'en tenir à ça, de mon espace-temps entre Noël et jour de l'an. Et, ben, écoutez, là, je suis dans la dernière journée du vlog parce que j'essaie de changer voyons, je vais le dire, d'horaire de planification. Prendre une petite gorgée. J'essaie de trouver un autre horaire pour la mise en ligne et je décide de mettre ça en ligne le dimanche. Donc là, je suis encore en ajustement et il faudrait que je termine en fait mon vlog aujourd'hui. Donc, par contre, dans ma lecture en cours, c'est-à-dire le fameux Le Clan Sneijderg, donc le service de presse auquel j'ai accès par NetGalley France et les éditions La Martinière.
Je suis en cours de lecture, j'approche les 60%, mais j'aimerais ça l'avoir fini aujourd'hui pour pouvoir vous en parler. Sauf que c'est sûr qu'il faut que je vous publie mon vlog pour demain matin. Mais bon, avec les vlogs de l'avant, j'ai développé maintenant une technique pour vous monter ça subito presto et mettre ça en ligne. Donc, il ne devrait pas de problème. Mais ça devrait être mon objectif de la journée. C'est comme si là, je suis en vacances, puis j'ai le goût de faire 850 000 choses en même temps, mais en même temps, rien du tout. Je sais pas si ça vous fait ça, mais moi, ça me fait ça. Donc là, je regarde les journées qui s'égrènent avant mon retour au boulot. J'essaie de pas y penser parce que ça sert à rien, hein? J'essaie de profiter plus des journées que j'ai ici. Puis là, on dirait que je me dis que j'ai profité de tout ce qui pouvait se proposer de façon spontanée. J'ai passé du temps avec mon amoureux, puis c'est rare, parce qu'on n'est jamais congé ensemble, donc presque rarement congé ensemble. Donc, c'est vraiment chouette. Mais en même temps, là, j'aimerais ça me retrouver un petit peu dans mes trucs. J'aimerais ça travailler peut-être sur des bilans de fin d'année. D'ailleurs, ce vlog-là va paraître le 31 décembre, mais on verra. Je vais voir si je suis capable de travailler quand même sur peut-être une petite vidéo spéciale pour, dans le fond, une petite vidéo spéciale top 2023 potentiellement, peut-être qui pourrait paraître mercredi prochain, donc comme petite vidéo supplémentaire. On verra, mais j'aimerais ça travailler là-dessus. C'est juste que j'aimerais ça lire en même temps, j'aimerais ça faire plein d'affaires, puis en même temps, j'ai juste le goût d'être sur mon divan, puis en même temps, j'ai juste le goût d'aller marcher, puis au moins quand je marche, je peux continuer à écouter ma lecture audio. Mais sinon, c'est ça. Écoutez, hein, il y a des choses plus que ça dans la vie. J'ai tellement une chance inouïe d'avoir l'opportunité d'avoir un peu de congé entre Noël et Jour de l'An. C'est pas le cas de toutes mes connaissances. Ça n'a pas été le cas pour moi dans ma vie pendant très longtemps. Donc, je chiale pas. C'est juste que c'est vrai que quand on est en vacances, peut-être des fois, ça peut être des vacances régulières. Moi, ça faisait longtemps que j'en avais pas eu, des vraies vacances. Ça fait ça souvent. Les premières journées, le temps qu'on décroche, on essaie de tout vouloir faire en même temps. On a envie de déconnecter complètement, donc de pas avoir un agenda. Donc, mais voilà, j'en suis à ça. Alors sur ça, j'arrête de blablater et je poursuis ma journée en continuant ma lecture audio du livre du clan Steinberg. Je vous en ai pas beaucoup parlé. Je ne sais pas si vous avez lu la 4e de couverture. Je vais voir. Si je la trouve, je vous en parlerai peut-être quand je vais vous faire le petit retour à la fin. Je vous dirais que jusqu'à maintenant, ce qui caractérise ce livre-là, c'est une narration à point de vue multiple avec une légère double temporalité. C'est-à-dire qu'on va avoir on comprend qu'on trouve un corps à un point donné, et l'enquêteur, c'est Snævar, qui on retrouve dans les autres tomes en duo avec Elma. Là, cette fois-ci, c'est juste Snævar? Je te dis sans doute tout croche. Siévar et Urdur, donc les deux enquêteurs qui vont s'occuper de ça. Puis Elma a pas l'air d'être dans le décor. Donc, je suis un peu triste parce que je l'aimais quand même bien, mais c'est correct. Pour le moment, ça va. Puis ça confirme que j'aurais peut-être pu juste lire le tome 4 sans lire le restant de la série, mais c'est pas grave. Bref, l'enquête est au temps présent et on va, après ça, revenir à l'arrière de 2-3 jours. On revient pas beaucoup plus tôt que ça. Je pense qu'on vient une semaine peut-être, mais maximum. Dans le fond, dans les lieux où ça s'est passé avec le clan Steinberg, et on va suivre plusieurs personnages qui font partie de ce clan-là, dont une des filles qui s'appelle Petra, la fille de cette fille-là qui s'appelle Léa, et un des conjoints d'une des sœurs de ce grand clan-là qui a un gros problème d'alcool qui s'appelle Tryggvi. Donc, on va avoir vraiment une alternance. Ces chapitres sont super courts. C'est des chapitres en lecture audio, peut-être 5-10 minutes, mais peut-être 6 pages en livre numérique ou papier. Et tranquillement, dans le fond, on a eu beaucoup moins de temps passé sur l'enquête au temps présent que sur la mise en contexte à rebours par personne interposée. Donc, c'est intéressant. Là, j'imagine qu'à partir de 60%, vu qu'on a pas mal... à partir du 2 jours avant, on s'est presque rendu au moment où il y a eu la découverte potentiellement du corps, ben c'est sûr que là, les deux espaces-temps se sont rencontrés, donc j'imagine qu'on va passer un peu plus de temps sur l'enquête avec Siévar. J'aime bien ça parce que je l'aime bien, ce personnage-là. Donc voilà, c'est un peu ça qui peut, je dirais, caractériser cette enquête-là. Et l'ambiance de huis clos, l'ambiance d'oppression, c'est quelque chose. Et puis, on dirait que tous les gens impliqués ont un secret, puis pas un petit secret, un gros secret lourd, terrible, ce qui fait qu'on n'a aucune capacité à savoir sur qui on peut se fier. Donc, jusqu'à maintenant, puis là, je vais toujours dire ça à chaque fois, mais c'est excellent. Je ne sais pas comment ça va se terminer, mais jusqu'à maintenant, la construction, en tout cas jusqu'aux 2/3, ça me semble encore plus achevé comme travail même que les 2
les 3 autres tomes de la série. Bref, pour le moment, ça va toujours en croissant pour moi avec Eva Björk et Aegis Dortir. Mais voilà, donc je vais vous en reparler quand je vais l'avoir terminé. Ça risque d'être ma dernière entrée du vlog, donc je vous souhaite une bonne suite. Et nous, de toute façon, vous allez revoir le tout dans quelques secondes. Allez, à tout de suite! Eh bien, bonsoir. Alors, je vous reprends en toute fin de soirée, oui, parce que je viens tout juste de terminer ma lecture du fameux Eva Björk, Aegis Dortir, le tome 4. Et ma foi, quel coup au cœur! C'était vraiment bien construit. Je ne pourrais pas vous parler beaucoup de l'intrigue parce que ça déboule ensuite à partir du moment... Mais en fait, je pensais, comme je vous disais, que la structure allait être séparée à partir de 60%, peut-être tomber plus dans l'enquête, mais finalement, la structure de narration en alternance se poursuit jusqu'à la toute fin et finalement, cette fois-ci, l'enquête n'est pas vraiment menée. Pour le lecteur, l'enquête ne semble pas menée par la police, mais bien par le lecteur. Donc, on est témoin un peu, on a les différents points de vue, puis on est comme amené un peu à se faire une idée sur la situation, mais bien sûr que Saïvar, oui, je l'aime ça avec comment on prononce son nom, Saïvar, je pense, est là avec Urdur à certains points dans l'histoire, puis tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est pas une fin... c'est pas une fin manichéenne. Donc, on tombe un petit peu dans la grisaille en fait, ça fait vraiment penser à des fins des fois que j'avais lues dans Elizabeth George. Donc, comme lecteur, on a une perception des choses. Les enquêteurs ont une perception des choses, mais dans la réalité, comment on peut considérer comme une enquête comme bouclée? Des fois, ça varie. C'est pas toujours, ça se termine pas toujours par ce qu'on croit être la fin standard, disons. C'est dur de vous en dire sans vous en dire. Et puis, je vous disais que un des points qui m'a marqué, c'est que Saïvar est là avec Urdur, ponctuellement en tout cas, mais que Elma n'était pas là, donc ça m'a comme un petit peu attristée. C'est la seule chose qui m'avait comme un peu attristée dans tout le long de ce polar-là, qui est en fait, autrement, qui est très, très, très bien construit, finement construit, qui amène le lecteur vraiment dans différents... qui amène le lecteur à confronter toutes ses certitudes plusieurs fois dans la trame. Mais bref, c'est l'absence d'Elma. Cela dit, on fournit au lecteur une perspective sur la situation de l'absence d'Elma dans les dernières pages. Puis je peux vraiment pas vous en dire plus, sinon ça va vraiment vous divulgacher. Mais bref, cela dit, je confirme que le clan Sneijder fait partie de la série. Dans le fond, Elma, qui est écrit par Eva Björk et Aegis Dortir. Et d'après ce que je peux voir, à moins que mon information soit pas bonne, mais il y aurait peut-être même un tome 5 qui est en cours. Je sais pas s'il va paraître en anglais peut-être au cours de 2024. Je sais pas quand il va paraître en français après, mais bref. Donc, ce fut une lecture prenante. C'est vraiment haletant. J'ai pas grand-chose de différent à vous dire de ce que je vous ai mentionné dans ma dernière intervention, c'est-à-dire que c'est vraiment un huis clos oppressant. C'est vraiment... on nage dans le poids du secret, dans ce que veulent vraiment dire les liens familiaux entre la notion de est-ce que la richesse peut tout amener comme... veut nécessairement dire une vie aisée ou une vie facile. Vraiment, on est dans tout ce qui est tour et détour de l'âme humaine là-dedans. C'est vraiment intéressant. Il y a certains éléments de la résolution
ben, si tant est que... En tout cas, il y a certains éléments qui font partie de la résolution de l'intrigue que j'avais quand même vu venir. Donc, peut-être que j'ai été un petit peu, pas tout à fait aussi surprise que ce à quoi je m'attendais, mais en même temps, dans mon souvenir, ça m'avait fait ça aussi dans le tome 1 d'Elma. Donc, j'avais vu venir les choses, mais dans le fond, c'est peut-être pas tant un roman où ce qui est important, c'est qu'on soit à ce point-là, dans le fond, qu'on sache pas du tout qu'est-ce qui va impliquer la résolution, mais c'est plutôt le chemin pour se rendre. Puis de toute façon, à la fin, il y a également un petit tournant dans l'intrigue qui n'a pas nécessairement rapport avec le cadavre qui a été découvert. Donc, ça nous permet quand même d'être renversés un peu, un petit peu sur nos... ça nous permet de dire « Oh mon Dieu, j'avais pas vu ça comme ça ». Donc, bref, tout ça est un petit peu morcelé comme compte-rendu, mais c'est ce qui arrive quand un tome 4 en plus de cette série-là. Bon, premièrement, un roman policier un polar scandinave et en plus un tome 4 d'une série. C'est sûr que c'est plus difficile pour moi de vous en parler avec plus de précision, mais sachez que j'y ai retrouvé, comme je vous disais, ce que j'aime beaucoup de cette autrice-là. Donc, le temps qu'elle met pour mettre en place ses personnages, mettre en place les liens entre ses personnages, le contexte. Cette fois-ci, la proposition qu'elle fait de narration, qui est une narration à plusieurs voix, donc une narration chorale avec certains retours dans le passé, mais cette fois-ci, j'ai préféré ça que ce soit pas... Ben, en fait, des fois, il y a des retours un peu plus loin, mais dans l'absolu, on retourne plus comme quelques jours avant. Puis je pense que le plus loin qu'on retourne... Non, on retourne quand même dans le passé, mais c'est pas systématique comme la technique en fait de polar scandinave, souvent qu'on a deux temporalités bien définies, puis le présent, puis un endroit dans le passé, ou en tout cas vraiment dans le passé qu'on va suivre. Là, c'est un petit peu plus rapproché, donc pour moi, j'ai trouvé ça intéressant. Puis, oui, j'ai vraiment trouvé ça intéressant. Ça m'a dérouté que Sievar soit pas là le plus présent que ça. Évidemment qu'Elma soit pas là aussi. Mais c'est intéressant. Ça m'a fait penser à certains Agatha Christie que j'ai bien aimé, qui avaient aussi un principe de huis clos oppressant, puis que finalement, c'était pas nécessairement les détectives habituels qui enquêtaient. Puis dans ce cas-ci, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on met vraiment le lecteur dans la peau de l'enquêteur. Évidemment, c'est pas dit directement, mais on comprend bien que c'est ça qu'on nous propose en fait. Donc voilà. Alors écoutez, lecture prenante. Et j'aimerais bien que ce ne soit pas la dernière de 2023, mais bon, on est quand même le 30 décembre, donc c'est possible que ce soit la dernière de 2023. Et puis, bien, vous allez avoir ça demain, en ce 31 décembre 2023. Et puis, ben écoutez, on va sans doute se revoir, peut-être même pour une petite vidéo spéciale au cours de la semaine prochaine, mais on ne se reverra pas avant que 2024 soit vraiment entamé. Donc, cette formule-là, vlog, ne va pas revenir avant 2024, puisque maintenant, on va passer au dimanche. Alors, ben écoutez, je vais dire quelques petits mots en cette fin d'année pour boucler la boucle. Tout d'abord, ben, merci pour cette belle année d'échange, en fait, indirect sur YouTube. Merci de votre présence. Évidemment, je suis bien contente de voir que ça semble se poursuivre, ça semble quand même susciter un certain intérêt pour vous parce que moi, j'ai vraiment beaucoup de plaisir à faire ça. Donc, merci d'être là. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour 2024 à part... Bien sûr, la santé, parce que sans la santé, on ne peut même pas lire. Hein? Et surtout, des superbes lectures, des superbes découvertes, que ce soit dans votre zone de confort ou en dehors, ou un mélange de tout ça. Je pense que s'offrir un peu un voyage entre les lignes, c'est quand même quelque chose qui est précieux. Puis, ben, je vous souhaite ces petites échappées-là dans votre 2024. Pas nécessairement en forme de fuite, mais plutôt comme petite échappée de douceur. Donc, ben voilà, je vous souhaite le meilleur donc, pour l'année à venir. Alors, sur ce, on va clore ce dernier vlog de 2023 et on va se dire à l'année prochaine!